Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo ho ho! Hello! Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible au complet uniquement pour nos abonnés sur Patreon. Merci à tout le monde qui est abonné. Patreon.com/Café Snake. Puis Mounir, t'as mis nos épisodes aussi sur YouTube. Ouais, maintenant le fil RSS de Café Snake est disponible sur YouTube, YouTube Music. De quoi tu vas parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler un peu, c'est un retour sur le sujet que j'avais couvert il y a quelques semaines, là, au sujet du clipping, là, des nouvelles pratiques de marketing là, qui font un peu le tour du monde. En ce moment, il y a comme un awakening sur l'état médiatique, mais là, c'est comme documenté dans plein de journaux. Surtout en réponse d'un article de Vulture qui est sorti qui s'appelle The Feed is Fake. Toi, Daphné, de quoi tu vas parler? Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de Dizzy News, mais je vais aussi couvrir une espèce d'article qui a fait le tour là, de certains médias américains cette semaine concernant des agents IA qui auraient soi-disant embrassé une idéologie marxiste après avoir été surmenés. Donc, sans plus tarder... Les Didi News. Tududum. C'est facile, t'es le fils de Luc Poirier. Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui à ça? Numéro 1, il n'y a rien de facile. Là. J'ai 200 portes, je l'ai fait par moi-même, ça c'est sûr et certain. Moi, c'est Benjamin Poirier, j'ai 22 ans. Ça fait depuis environ l'âge de 17 ans que je fais de l'immobilier. Je suis entrepreneur général. Attention, vous pourriez devoir payer une amende de 500 $ si vous ne remplissez pas le recensement de 2026. La solution, lança! Oui, et le voilà, ce but! Le voilà, ce but, il est inscrit par le phénomène de cette série! Alex Duke pour venir propulser le Canadien de Montréal en finale de la conférence Est! Shein just bought Everlane for $100 million. The craziest breaking news, apparently Everlane is being sold to Shein. Longtime sustainable fashion brand Everlane is rumored to be bought and acquired by Shein. Yes, Everlane did sell out to Shein. Donc, première Didi News, c'est sorti hier en scoop, la nouvelle Everlane. C'est une marque de vêtements que Mounir ne connaissait pas, là, mais moi, c'est quand même un peu sur mon radar il y a, je dirais, à peu près 6 ans. Se fait acheter par le géant chinois Shein. Choquant, parce que Everlane, c'était une marque soi-disant éthique qui a été fondée en 2011, mais vraiment plus que du greenwashing, je dirais, parce qu'il était fondé sur un principe de transparence radicale. Donc, quand tu allais sur leur site, si je me souviens bien, parce que je suis allée hier puis ça a changé un petit peu, ben non seulement tu pouvais vraiment voir comme où est-ce que ton jeans avait été fabriqué, c'était quoi les coûts genre de, je sais pas, de ventilation de l'usine, puis tu avais même les informations sur les marges de profit qui étaient faites sur le jeans en soi. Quand tu arrivais avec le prix, tu savais exactement, tu sais, combien tu payais, combien était reversé, je sais pas, à l'employé, combien était reversé à l'entreprise. Le message là-dedans, c'était que ben une production éthique, une tarification honnête, transparente, ça allait pas en contradiction avec l'ambition genre capitaliste, commerciale, whatever. Puis ça avait quand même bien fonctionné chez les millennials. Le pic a été atteint, je pense, autour de 2020. Puis là, ça s'était fait racheter par L. Catterton, en tout cas, ce que j'ai compris, qui est comme une espèce de firme qui appartient à LVMH. C'est à ce moment-là que la compagnie avait commencé à tank, notamment parce que tout leur capital culturel ou la valeur de leurs produits reposait sur une forme d'éthique qui finalement n'a pas tenu la route longtemps. Il y a, je pense, une tentative des employés de se syndiquer. Cette tentative-là avait été tuée dans l'œuf par la compagnie elle-même, donc ça rentrait comme vraiment en contradiction avec les valeurs qu'elle mettait de l'avant. Ça a juste pas cessé dans les dernières années de péricliter, cette affaire-là. Puis Everlane vient de se faire acheter par Shein pour $100 millions. Quelque chose de, en apparence, pas mal ironique, là. C'est comme l'antithèse. La pire compagnie. Ouais. L'antithèse de ce qu'ils mettaient de l'avant vient de les acheter. Shein, le wokisme de ces années-là est vraiment mort, basically, là. À cause de ça, c'est là, finalement, que tu... Moi, j'ai dit ça, genre, l'épisode 2 de Café Snake. Je dois la mettre. Je vais mettre dans les notes un article Substack qui parle de l'industrie du vêtement, de la mode, tout ça, que j'ai trouvé intéressant. J'ai lu là-dessus.
Puis là, on se demande pourquoi Shein a fait cette acquisition. Est-ce que c'est juste comme un move pour acquérir un espèce de vocabulaire symbolique par rapport à la mode durable ou éthique? Parce qu'il y a comme une tendance de Shein de devenir comme une compagnie plus acceptable, surtout aux yeux, mettons, de l'Occident, des Américains, des Européens. C'est peut-être un move vers ça, je sais pas. Donc, prochain DG News, je voulais parler un peu de politique québécoise parce que c'est toujours fascinant quand il y a du drama. À la fin de la semaine dernière, le Parti québécois a déposé une plainte au directeur général des élections concernant les agissements du Parti conservateur du Québec, principalement de la campagne à l'élection partielle d'Arthabasca d'Éric Duhem. Pour revenir en arrière, là, qui avait vraiment opposé le PQ au PCQ. Là, c'est vraiment le golden age pour les gens qui aiment le Twitter québécois. Quand Mathieu Bock-Côté passait toute sa journée à s'ostiner avec Frank, de Yann et Frank, le screen time était up. Frank, le dédomiseur. Pourquoi il s'appelle comme ça déjà? Parce que, dans le fond, dans leur logique, dans l'univers de Radio X et tout, on parle souvent du dôme, dans le sens que le Québec serait sous un dôme. Ici, on fait juste les choses d'une façon. On n'est pas dans le vrai monde comme les États-Unis. On a des référents ou des pratiques qui sont comme propres au Québec, qui sont archaïques. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il fait par ses procédés langagiers puis ses chroniques, c'est qu'il dédomise. Okay. Le Parti québécois soumet au directeur général des élections que le Parti conservateur aurait dépassé la limite de dépenses permises pendant les élections parce qu'ils auraient été sous-facturés par des fournisseurs comme la maison d'édition d'Éric Duhem qui aurait vendu 4000 livres à 40 sous pour qu'ils puissent distribuer gratuitement au centre-ville de Victoriaville. Les pancartes qui auraient été vendues à rabais, son vidéographe aussi militant qui lui aurait fait du contenu à rabais. Donc là, il y a comme plein de jeux de coulisses, comment le Parti québécois aurait obtenu le rapport de dépenses détaillé du Parti conservateur avant même qu'il soit public. En fait, moi, je trouve, honnêtement, là, Éric Duhem, il a crash out. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment, là, il est vraiment fâché de se faire ça parce que Éric Duhem se fait reconnaître coupable de ça. Non seulement il va être banni de se présenter aux élections, il risque là, d'être banni de se présenter aux élections pendant 5 ans, puis il va perdre le droit de vote pendant 5 ans. Pendant 5 ans? Ouais. Wow. C'est comme sérieuses allégations. Puis je trouve vraiment, puis honnêtement, genre, on peut pâcher sur le PCQ, mais moi, c'est le PQ qui m'intéresse. Parce que là, genre, je vois sur Twitter tous les fans du PQ qui sont comme « Ah, pourquoi les gens du PCQ, là, vous parlez moins fort, hein? Vous vous êtes fait pogner. » Mais c'est comme, non. Le PQ, il fait comme, on va laisser les institutions faire leur travail. Non, bro, c'est vous qui avez déposé une plainte. Honnêtement, là, il y a aucun monde où est-ce que je vois que cette espèce d'énergie de comme stouleux, genre de comme, moi et nous, on a déposé une plainte au Parti conservateur, ils ont dépassé le budget de comme quelques milliers de dollars, on va les avoir. C'est tellement du loser behavior, là, genre, pour vrai. À chaque semaine, je pense que comme, ok, le PQ va pas comme aller plus dans la ligne de comme, générer un sentiment négatif face à eux. Puis eux, ils sont convaincus que le grand public va finir par traiter Éric Duhem de corrompu, puis comme ça va jouer dans la main du PQ. Mais honnêtement, là, comment... C'est quoi, ils essayent de récupérer les électeurs du PCQ? Ben oui, 100%. Mais ça, c'est la même chose. Mais le PQ, c'est... Ben c'est ça. C'est pour ça que tous les nouveaux candidats, ils disent tous qu'ils sont centre-droit, puis... non, ils veulent gagner les circonscriptions dans la région de Québec. Ils se disent qu'ils n'ont aucune chance de gagner des circonscriptions des libéraux à Montréal, ou de QS à Montréal, ou la CAQ, toutes leurs circonscriptions vont pas mal aller au PQ. Qu'est-ce qu'il leur reste pour avoir une plus grosse majorité? C'est de s'assurer que Éric Duhem gagne pas de députés dans le Grand Québec. Cette façon de fonctionner qui est comme de déposer une plainte. C'est pas comme si Élections Québec avait ouvert une enquête. Là, c'est comme on attend les résultats de l'enquête. Là, t'es comme aller déposer une plainte qui ont envoyé un journaliste avant de le déposer à Élections Québec, juste pour mettre Éric Duhem, genre, under the spot. Puis, of course, qu'il a crash out, là, genre, vraiment, c'est drôle les entrevues qu'il a donné après. Puis là, je vois tous ces militants péquistes sur Twitter comme « Ah ouais, hein, les gens du PCQ, hein, vous êtes pas habitués. » Je trouve ça tellement loser puis pas attractif. Je te parle même pas de quoi d'idéologique, je te parle juste de comme, leur comportement. Non, mais clairement, ça fait longtemps qu'on en parle aussi tu sais, dans le milieu de la gauche, là, comme quoi leur comportement est complètement risible. SOPK change officiellement de nom. C'est une décision officielle annoncée par le Congrès européen d'endocrinologie. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome des ovaires polykystiques. Ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez l'écouter au complet, vous pouvez aller au patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.